Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Encore une fois, très content de vous retrouver dans le cadre de notre cinquième séance en virtuel, à distance. Mais plus précisément, on est là dans le cadre de la séquence numéro 2 de la cinquième séance. Parce que j'ai divisé la cinquième séance en deux parties, séquence 1, séquence 2. Alors, pourquoi deux séquences? Parce que j'ai trouvé bon et intéressant de diviser un chapitre que j'avais entamé avec vous durant la séquence 1, et un chapitre que je considère d'une importance considérable dans les sciences juridiques, notamment dans le droit des contrats, et qu'on a consacré à la naissance, à une étape de la vie d'un contrat, qui est la naissance du contrat. Et la naissance du contrat, comme vous le savez bien maintenant, nécessite un certain nombre de conditions que la loi a imposées pour qu'un contrat puisse être valablement conclu. Pourquoi? Parce que c'est une étape capitale dans le cycle de vie d'un contrat. Comme je vous ai dit la dernière fois, lors de la première séquence, c'est à partir de la naissance ou de la formation ou de la conclusion du contrat que les contractants deviennent définitivement liés. Ceci étant, avant d'entamer notre séquence 2, notre deuxième partie de ce chapitre, je rappelle que ce cours est destiné aux étudiants, les juristes de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, faculté de droit, première année, semestre 2, module théorie générale des obligations. Et bien sûr, cette séance qui est la cinquième correspond à la date du lundi 13 avril. La cinquième séance. Lundi 13 avril, séquence B, la deuxième partie. Alors, je viens de dire que ce chapitre qu'on a commencé, qu'on n'a pas encore terminé, qui est consacré à la naissance du contrat, on a dit que pour conclure un contrat, et comme le prévoit l'article 2 de notre Dahir des obligations contrat, qui a délimité les conditions que doit réunir un contrat pour sa validité, à savoir la qualité de contracté, ce qu'on appelle la capacité, le consentement, l'objet et la cause. Et on a vu la première partie, en ce qui concerne la première condition, consacrée à la qualité de contracté, et on a dit qu'il y a deux scénarios pour conclure un contrat, deux scénarios juridiques. Soit on se trouve devant l'hypothèse où c'est le contractant qui a la capacité ou la qualité de conclure le contrat par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité. Soit, s'il ne peut pas, pour des raisons, je dirais, des incapacités qu'on a démontrées, qu'on a expliquées la dernière fois, notamment à cause d'une minorité ou d'une prodigalité ou d'une démence, là, le contrat peut être conclu par quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un doit avoir le pouvoir de contracter pour autrui. C'est possible que quelqu'un qui n'a pas le droit de conclure un contrat, il pourra le conclure par quelqu'un d'autre, mais il faut que ce quelqu'un d'autre a le pouvoir de contracter pour autrui. Et là, on parle sur le plan juridique de représentation. Donc, pour cette deuxième section du chapitre, on peut dire que la représentation, en fin de compte, c'est un procédé juridique
C'est un procédé juridique par lequel une personne appelée le représentant passe un contrat au nom et pour le compte d'une autre personne appelée le représenté dans le patrimoine de laquelle se produisent les effets du contrat. Donc, le représentant, d'après ce que je viens de dire, doit agir, comme le dit la loi, comme on va le voir tout à l'heure, doit agir au nom et pour le compte. Bi-ism wa li-hisab. Le mot au nom et pour le compte du représenté. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, les effets vont se produire dans le patrimoine du représenté. Ce procédé, qui est aujourd'hui, je dirais, d'une importance considérable, notamment dans le domaine des affaires, c'est un procédé qui est très répandu. Je dirais même aussi bien dans les rapports internes que dans les rapports internationaux. Il est d'une utilité, je dirais, indéniable, puisqu'il permet à une personne qui ne peut conclure un contrat personnellement. Je peux vous donner l'exemple, parce que la personne se trouve éloignée ou momentanément indisponible. Donc, ce procédé permet de le faire par l'intermédiaire d'autrui. Donc, la représentation est aujourd'hui le seul procédé pour la conclusion des contrats par des personnes frappées d'une incapacité d'exercice, telle que l'a vu lors de la première séquence. C'est le seul procédé qui permet à ces gens-là de participer à des actes juridiques. On comprend donc, dans ces conditions, que certains auteurs, juristes, ont fait une distinction entre la représentation nécessaire et la représentation facultative. Et ça, c'est des choses qu'on va voir tout à l'heure, parce que, je peux vous dire maintenant, une représentation nécessaire, c'est lorsqu'on n'a pas d'autre choix pour permettre à un incapable de conclure un contrat. La loi désigne quelqu'un pour le représenter, c'est nécessaire. Sinon, on ne va pas le priver d'agir ou de participer dans les actes juridiques. La représentation facultative, notamment, je fais allusion ici à la représentation qui se fait à travers des contrats, ce qu'on appelle le contrat de mandat, aql wakala, et on peut dire qu'il est facultatif parce que le contractant peut s'en passer si il veut, parce qu'il est déjà majeur, il a l'âge de le faire lui-même, donc il peut s'en passer d'un mandataire et agir lui-même pour l'acte qu'il veut conclure. Et si vous me permettez, je vais revenir un petit peu sur les grandes lignes de l'évolution historique de cette institution. Je dois vous dire que les législations primitives étaient dominées par le principe selon lequel nul ne peut agir que pour soi-même. Nul ne peut agir que pour soi-même. Et cette situation ne représentait pas une gêne dans la vie quotidienne. On peut dire c'est parce que peut-être
les acteurs de la vie juridique étaient plus ou moins souvent disponibles. Mais l'évolution des conditions de la vie ayant fait apparaître le besoin de faire des contrats au nom et pour le compte d'autrui. Je dirais même que le principe a fini par s'infléchir, d'où l'admission de la représentation, notre institution. Celle-ci, niyaba, celle-ci est donc le fruit, je dirais, d'une longue et lente évolution. Je peux vous dire, en Europe occidentale, si l'on rencontre dans le droit canonique des adages qui parlaient de la représentation, en latin, on dit qui faci pera, ilium faci par si. Donc, ce que l'on fait par un autre, on est censé l'avoir fait soi-même. Ce que l'on fait par un autre, on est censé l'avoir fait soi-même. Et même, on peut évoquer l'idée que l'Église représente Dieu sur terre. Et d'ailleurs, ce sont les philosophes du siècle, je dirais, des Lumières, qui, en professant la théorie du respect et de l'autonomie de la volonté, ont contribué largement à je dirais, habituer les esprits à voir dans la volonté une force, je dirais, susceptible de créer des effets juridiques et à faire admettre par conséquent la possibilité qu'un individu représente quelqu'un d'autre, à travers bien sûr la représentation. Il y a aussi le droit musulman. Le droit musulman admet la représentation et considère dans une, je dirais, certaine mesure qu'il y a représentation même lorsque le mandataire agit en nom propre. C'est ce qui est devenu maintenant en droit le cas du commissionnaire. Le commissionnaire, sur le plan juridique, le wakil Blamoula, agit en son nom et pour le compte de son représenté. Cependant, le droit musulman n'a pas élaboré une théorie générale de la représentation. Celle-ci est envisagée uniquement dans certaines de ses applications, particulièrement on peut faire allusion au mandat, le mandat, le wakala et la gestion d'affaires, le fadala. Si du reste, l'attitude du dossier, celui-ci, notre dahir des obligations de contrat, comme d'ailleurs le code civil français, ne traite pas de la représentation en tant qu'institution d'ensemble. Certes, notre dahir des obligations de contrat consacre, je dirais, des développements importants au mandat, plusieurs articles dont on va parler tout à l'heure, mais le mandat n'est qu'un moyen essentiel, sans doute, mais non unique, de conférer le pouvoir de représentation à quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion de représentation, déborde celle du mandat. La notion de représentation déborde de beaucoup, je dirais,
celle de mandat, niyaba ou wakala. Par exemple, on rencontre la représentation dans la gestion d'affaires, qu'on a vu, je pense, lors de notre deuxième conférence en virtuel. C'est pourquoi certaines législations plus élaborées ont réservé une réglementation autonome, une réglementation autonome à la représentation, en la dégageant des contrats qui lui servent généralement de cadre. Et là, je fais allusion au Code civil allemand, dont une section, c'est la section 3 du Code du livre premier, qui est intitulé de la représentation et de la procuration. De la représentation et de la procuration. Mais quand on se réfère à la définition que je donnais tout à l'heure à la représentation, nous constatons que notre droit, c'est-à-dire a bien réglementé la représentation à travers pas mal de choses, notamment lui a consacré beaucoup d'articles du DOC, notamment les articles 879 à l'article 942. À l'article 942. Et bien entendu, à travers ce que nous allons voir tout à l'heure, le mandat, il y a des conditions. Quand un contrat quand il y a représentation, il y a des conditions que la loi a réglementées à travers les articles qui sont nombreux. Il y a des effets, et des effets qui sont variés. C'est une opération, je dirais, tripartite. Il y a un représentant, un tiers. Donc là, on doit étudier les effets à l'égard de chacun. Donc c'est pourquoi j'ai dit, cette réglementation que je trouve moi personnellement volumineuse de l'article 879 à 942 consacré à la représentation et au mandat, donc nécessite de nous d'examiner cette institution qui, comme j'ai dit tout à l'heure, très utile, très utilisé dans le domaine juridique, notamment dans le domaine des affaires. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le domaine des contrats d'affaires surtout, rares sont les contrats qui sont conclus par les contractants eux-mêmes. Mais souvent, il y a des intermédiaires, des auxiliaires qui sont liés avec leurs représentés par des contrats de mandat, bien sûr instrumentés ou prouvés par une procuration. Donc la technique de la représentation soulève, à travers ce que je viens de dire, un certain nombre de problèmes que nous allons évoquer à travers l'examen des conditions de la représentation, shurut niyaba, et des effets de la représentation, asar niyaba. Donc vous pouvez mettre un petit 1 ou un grand 1, conditions de la représentation, shurut niyaba. Alors j'ai dit tout à l'heure que cette institution, ce mécanisme ou ce procédé demeure d'une utilité importante dans le domaine juridique. Je dirais même un outil fort utile, parce qu'il permet à une personne de se faire remplacer pour, je dirais, la conclusion d'un contrat. Donc, la représentation suppose, pour sa validité, la réunion de 3 conditions.
la réunion de 3 conditions. Les conditions relatives à la volonté du représenté, des conditions relatives à la volonté du représentant et à l'intention et au pouvoir de représentation. Donc on peut voir dans un grand tas, ensemble, la première condition, la volonté du représentant. La volonté du représentant. C'est lui qui va représenter quelqu'un. Alors le représentant doit d'abord avoir une volonté propre et une certaine, je dirais, initiative. Une certaine initiative. Celui qui ne fait qu'exprimer la volonté d'autrui n'est pas un représentant. Mais on peut dire ici, il n'est qu'un simple porte-parole ou un messager, Rasoul. Donc, il faut, pour être un représentant dans le cadre de l'institution représentation, il faut que le représentant a la volonté d'agir, je dirais, la liberté d'agir aussi, prendre l'initiative, il n'est pas tenu à des ordres ou à des directives ou à quoi que ce soit. Il a une liberté d'agir. Je peux vous dire que la différence entre les deux, entre un représentant et un messager ou un porte-parole, est importante, particulièrement en ce qui concerne les vices du consentement, comme nous verrons par la suite dans le chapitre prochain. Je reviendrai sur ce point, lorsque c'est un messager ou un porte-parole ou un représenté au vrai sens du terme. C'est pourquoi je peux vous dire que dans les contrats passés par un représentant, il y a, je dirais, une superposition de deux volontés. Celle du représenté de conclure une opération et celle du représentant d'assumer la mission qui lui a été confiée avec l'initiative qui lui a été laissée. Ou la liberté, qui doivent être bien sûr accomplies d'une manière saine et libre. Le contrat est donc annulable, je dirais, si le consentement du représenté ou celui du représentant ont été violés par l'un des vices du consentement, comme nous verrons par la suite, l'erreur, le dol, la violence, la lésion, la maladie, autres cas analogues. C'est l'article 39, 55, 54, 56 du DOC. Par exemple, une personne peut demander l'annulation du contrat s'il a été contrainte à sa conclusion par la menace. Peu importe que la conclusion ait eu lieu personnellement ou par le représentant. L'annulation du contrat est également accordée si la personne a été victime d'un dol. Il suffit de prouver, c'est comme le cas de la violence, que le dol, la personne a été victime d'un dol, c'est-à-dire des manœuvres frauduleuses qui l'ont induit à tomber dans l'erreur et à signer le contrat, que ce soit le représenté ou le représentant. Alors que la situation est bien différente dans les contrats
passer par un simple messager, comme le DOC l'appelle Rasoul. Celui-ci n'exprimant que la volonté d'autrui, à la lettre. Il n'a pas de liberté d'agir. Il n'a pas à prendre d'initiative, sous peine de responsabilité. Il doit uniquement, comme je viens de dire, exprimer la volonté d'autrui. C'est en la personne de la personne qu'il représente que la qualité du consentement doit être appréciée. Ce que je veux dire par là, c'est que les vices du consentement dont je viens de parler n'ouvrent pas, par conséquent, le droit à l'annulation, que s'il concerne le consentement exprimé par le bénéficiaire de l'opération, à l'exclusion, bien sûr, des vices affectant le consentement du messager. Donc, vous voyez que c'est une distinction d'une importance considérable qu'on doit faire entre le représentant et le messager ou un porte-parole. La différence est surtout au niveau de l'action. Le représentant a une liberté d'agir, d'exécuter sa mission, d'exécuter ses obligations comme bon lui semble, alors que le messager ou le porte-parole doit être fidèle à ce qu'on lui demande de faire sans aucune initiative, sous peine de responsabilité. Remarquons cependant que si la représentation suppose une volonté propre du représentant, celui-ci ne doit pas nécessairement avoir la capacité contractuelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne peut parfaitement se faire remplacer dans la conclusion d'un contrat par un incapable pourvu de discernement. Cette règle, on la trouve formulée par le DOC à propos du mandat. Et là, c'est un article d'une importance considérable que je vais vous lire, qui est l'article 880. L'article 880 nous dit: pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire. Il suffit que celui-ci soit doué du discernement et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il pourrait accomplir en son propre nom. Vous voyez que des fois, la loi ou les textes juridiques prévoient des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre. Et bien, comme vous le voyez, je l'ai fait exprès de vous lire l'article, comme quoi un représentant peut se faire remplacer par quelqu'un qui n'a même pas la capacité. Il suffit qu'il ait le discernement. Et lors de la séquence 1 de cette 5e séance en virtuel, je vous ai dit que le Code de la famille dit que le discernement est acquis à partir de l'âge de 12 ans. Il faut qu'une personne à l'âge de 12 ans, il a le discernement. Donc, avec les conséquences, je dirais, c'est-à-dire les conséquences de cette définition de discernement, de cette délimitation de discernement par rapport à cet article. Imaginez un représentant qui se fait remplacer par un enfant, d'après l'article 880, de 13 ans ou de 14 ans, l'acte sera valable. Et c'est un peu, pour moi personnellement, c'est mon point de vue personnel, c'est un peu surprenant. Mais on peut dire que cela se justifie, je dirais, par deux séries de considérations. D'un côté,
les règles relatives à l'incapacité d'exercice destinées à assurer la protection du patrimoine de l'incapable n'interdisent nullement à celui-ci d'engager le patrimoine d'autrui dans le cadre d'une représentation. C'est des choses qu'on a vues lors de la séquence 1. D'un autre côté, le représenté qui, en connaissance de cause, se fait remplacer par un incapable dans la conclusion d'un contrat est le meilleur, bien sûr, juge de ses intérêts. Nul ne peut agir contre ses intérêts. Donc il a voulu, donc il n'a qu'à assumer. Des conséquences, bien entendu. En réalité, le recours à un représentant incapable, dans la pratique, n'est pas conseillé. Pourquoi? L'intéressé peut invoquer son incapacité pour échapper à sa responsabilité contractuelle. Le représenté ne peut, dans ce cas-là, exercer de recours contre le représentant que dans le cadre d'une institution qu'on a vue lors de notre peut-être première séance en virtuel, dans le cadre de l'enregistrement sans cause. L'isra bila sabab, l'enregistrement sans cause. C'est pour cette considération que les représentants légaux, le père, la mère, le juge, ne peuvent être des incapables. Par exemple, le père mineur, n'ayant pas encore fait l'objet, n'ayant pas atteint l'âge de majorité, ne peut être représentant légal de ses enfants. Parce que, rappelez-vous de ce que je vous ai dit lors de la dernière séquence. C'est que au Maroc, le droit permet une procédure d'émancipation du 16 à 18 ans. Donc on peut concevoir un jeune marié qui a 17 ans, il a un enfant, il n'a pas encore 18 ans. Là, on peut dire que le père mineur, n'ayant pas encore fait l'objet, n'ayant pas encore fait l'objet d'une capacité juridique, qui est l'âge de 18 ans, tel que prévu par la loi, ne peut être représentant légal de ses enfants mineurs. Donc voilà pour la première condition, relative à l'intention du représenté. Relative à l'intention, à la volonté de représentant, la volonté du représentant. Maintenant, la deuxième condition, c'est l'intention de représentation. L'intention, niyaba. Alors, cette intention veut dire tout simplement que le représentant doit avoir l'intention d'engager autrui, qui est le patron, le représenté. Si cette intention fait défaut, le représentant contracte pour lui-même et non pour autrui. Et là, il faut éviter la fraude qui peut consister pour le représentant à attendre de voir si l'opération est enrichissante ou avantageuse ou non avant de déclarer pour le compte de qui cette opération a été faite. Toutefois, si le représentant est tenu de déclarer au moment de la conclusion du contrat qu'il s'agit, qu'il représente, qu'il intervient pour le compte d'autrui, il n'est pas obligé de dévoiler immédiatement le nom de la personne pour le compte de laquelle il contracte. En effet, le représenté peut avoir un intérêt, dans la pratique, surtout dans le domaine des affaires, il peut avoir un intérêt à conserver l'anonymat momentanément. Et c'est précisément pour la satisfaction de ce besoin que le droit
le droit permet la conclusion d'un contrat avec déclaration de commande. Ce qu'on appelle, on appelle aussi, la possibilité aussi de conclure le contrat avec un prête-nom. J'ai parlé tout à l'heure du commissionnaire. Tout en déclarant sa qualité, je dirais en déclarant sa qualité, et bien entendu, il ne donne pas, le contractant, le représentant, ne donne pas immédiatement son nom le nom du représenté. Mais par la suite, il sera tenu de le faire dans un très bref délai après la conclusion de l'opération. Et là, pour vous expliquer ce que je suis en train de dire, je dois vous parler, je dois vous dire que la personne qui conclut un contrat en son propre nom met obstacle à la représentation, même si son partenaire connaît l'identité véritable du bénéficiaire de l'opération. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs de l'article 920 de notre DOC marocain, d'ailleurs des obligations contrat. Et là, on arrive maintenant à la troisième condition, qui est le pouvoir de représentation. Un petit c, le pouvoir de représentation. Alors, en principe, la personne ne peut engager que son propre patrimoine. Que son propre patrimoine. Je m'explique. J'ai dit qu'une personne donc ne peut engager que son propre patrimoine. Cela veut dire que pour qu'il en soit autrement, il faut que cette personne ait un pouvoir de représentation qui lui a été conféré. Ce que je veux dire par là, c'est que si la conclusion des contrats au nom et pour le compte d'autrui suppose un pouvoir automatiquement, pour nous, il importe de préciser la source de ce pouvoir. Parce que pour que quelqu'un soit représenté, il faut que cette personne qui va faire la représentation ou accomplir la prestation, il faut qu'il ait un pouvoir. Ce pouvoir peut émaner de plusieurs sources. D'abord, la source peut être la loi, on va le voir tout à l'heure. Ça peut être le juge, ça peut être un contrat. Donc on appelle ça les sources du pouvoir de représentation. Et une fois que le représentant naïb accomplit son travail, sa mission, il y aura des effets qui vont se produire entre les parties. Comme j'ai dit tout à l'heure, la représentation est une opération juridique tripartite, donc il est nécessaire de notre part de voir ces effets de la représentation entre les trois parties. Ça sera fait tout à l'heure. Donc, on va traiter maintenant, on va voir ensemble les sources du pouvoir de représentation. Un représentant qui représente quelqu'un, quel est le fondement de ce pouvoir? Comment il l'a eu pour représenter? Alors j'ai dit, la première source peut être la loi. La loi et les hypothèses dans lesquelles la loi confère à une personne le droit de faire des contrats au nom d'une autre personne, je peux vous dire qu'ils ne sont pas rares. Et là, si vous permettez, je vais me référer à l'article 229. C'est un véritable exemple où la loi
investi certaines personnes de pouvoir de représenter d'autres. L'article 229 nous dit l'article 29 nous dit la représentation légale. Donc la source c'est la loi, la représentation légale. La représentation légale, je rappelle, c'est l'article 229 du nouveau Code de la famille de 2004. La représentation légale de l'incapable est assurée par la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative. Article 230. Est considéré comme représentant légal dans ce livre, qui est le Code de la famille, le tuteur légal, qu'on appelle le wali, et ceux sont le père, la mère et le juge. Il y a deux tuteurs légaux. Le père, la mère et le juge. 2. Le tuteur testamentaire. Et c'est celui que le père ou la mère ont désigné par testament. Wasiya. Oui, c'est le wasi. Le tuteur testamentaire. Al-wasi. 3. Le tuteur datif. Al-muqaddam. C'est celui que le juge a nommé. Donc ça c'est l'article 230. L'article 231, c'est pas fini, ne dit que sont titulaires de la représentation légale 1. Le père majeur, 2. La mère majeure, à défaut de père, ou quand celui-ci a perdu sa capacité. 3. Le tuteur testamentaire désigné par le père. 4. Le tuteur testamentaire désigné par la mère. 5. Le juge. 6. Le tuteur datif. Donc, vous voyez que le Code de la famille a donné une grande attention à la loi en tant que source des pouvoirs de représentation. Donc j'ai dit, les 3 articles nous ont éclairci sur le cas d'un mineur qui doit obligatoirement être représenté par son père. S'il n'y a pas son père, c'est sa mère. Si ce n'est pas son père, c'est le juge. Donc ça, c'est le côté Code de la famille. Il y a aussi d'autres pouvoirs légaux qui émanent de la loi qu'on trouve dans d'autres matières juridiques. Et là, je fais allusion au cas des personnes morales. Les personnes morales, comme les sociétés commerciales, par exemple. Celles-ci accomplissent les actes juridiques qui les intéressent par des représentants. La loi parle, je dis bien la loi, parle de gérants, administrateurs, directoires, etc. DG, directeur général, etc. C'est la loi qui les a nommés. Et on peut estimer que les pouvoirs conférés par la loi aux représentants des personnes morales, c'est-à-dire la loi les cite, mais c'est la nomination est faite par, bien sûr, par un procédé conventionnel, parce que un gérant, il faut qu'il soit désigné par les associés, soit la majorité, soit ça dépend de ce que la loi prévoit, ou ce que les statuts de la société prévoient. Mais dans tous les cas, ça reste pour une SARL ou pour une société anonyme, la loi a délimité les personnes qui peuvent être à la tête représentées, c'est-à-dire agir au nom et pour le compte de la société. Donc voilà ce qu'on peut dire sur une situation où la loi, le pouvoir de représentation émane de la loi. C'est la loi qui le dit.
l'article 229, 230, 231 du Code de la famille pour les mineurs, et pour les sociétés morales, les lois sur société commerciale, oui, parlent de la nomination d'une personne représentante de la société, cette personne gérante ou directrice ou autre chose doit agir au nom et pour le compte de la société, et le pouvoir est donné par la loi. Après, il y a d'autres situations où le pouvoir de représentation émane ou provient d'un jugement. Alors les juges ou le juge peut aussi conférer à une personne le pouvoir de représenter autrui. Alors d'abord, on peut donner comme exemple les syndics. Là je vais me référer au livre 5 du Code de commerce qui réglemente une procédure qui est considérée comme une innovation, une procédure qui est venue remplacer le système de la faillite des entreprises au Maroc. C'est la procédure de redressement des difficultés des entreprises. Et d'après ce livre 5 du Code de commerce, la loi prévoit que le président du tribunal de commerce, une fois saisi, il y a toute une longue procédure, une fois saisi par le chef d'entreprise ou là, par le commissaire aux comptes ou par des personnes, même par des créanciers, il doit nommer un syndic et un juge commissaire. C'est le juge qui les nomme pour mettre en œuvre la procédure de redressement des difficultés de l'entreprise. Et bien sûr, on peut imaginer d'autres situations où le juge, je dirais, pour conserver pour sauvegarder les intérêts des parties, le juge a le droit de placer un bien, un terrain, beaucoup de biens, sous administration judiciaire et nommer un mandataire de justice ayant pour mission d'assurer la gestion des biens en attendant, je dirais, l'issue du procès. Et le problème se pose surtout, il y a un litige dans ce cas-là à propos de certains biens appartenant à une famille, la famille vit dans l'indivision chia, et il y a un litige, un gros litige, et le juge peut nommer un mandataire pour gérer ces biens qui sont dans l'indivision et gérer le litige entre les co-indiviseurs, et en attendant l'issue du procès ou parfois même en attendant l'éclatement de l'indivision, donc une personne sera désignée comme mandataire par le juge. Voilà ce qu'on peut dire sur le jugement. Donc il y a la loi, il y a le jugement en tant que source de pouvoir de représentation. Il reste un dernier pouvoir, c'est le pouvoir, je dirais, contractuel, le contrat. Le contrat, ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir de représentation, ou le pouvoir de représenter autrui, peut avoir une source conventionnelle, sifaq. Et je peux vous dire que dans la pratique, c'est le cas le plus fréquent. C'est le cas le plus fréquent dans la pratique. C'est ce qu'on appelle le contrat de mandat. Avec une petite précision que j'avais évoquée avec vous, je crois lors de la 3e séance en virtuel, ou la 2e, je ne me rappelle plus. Où vous ne devez pas confondre entre le mandat et la procuration. Je me rappelle, j'ai même emprunté des termes latins. J'ai dit
un mandat, c'est le négociant. La procuration, c'est l'instrumentant. C'est-à-dire que, si ma mémoire est bonne, je vous ai dit que l'instrumentant prouve le négociant. La procuration est le document qui prouve le mandat. Le mandat, ça peut être juste une manifestation de volonté. Vous m'avez demandé, j'ai accepté. Là, c'est un contrat de mandat entre nous déjà. Mais pour le concrétiser, pour le prouver, il nous faut un papier. Le papier s'appelle la procuration. C'est pourquoi j'ai dit que la procuration, c'est le document qui prouve le contrat de mandat. Alors, ce contrat de mandat constitue la source conventionnelle la plus répandue dans la pratique. Il s'agit d'un contrat conclu entre deux personnes. Le mandant, le muwakil, et le mandataire, le wakil. En vertu duquel, en vertu de ce contrat, le mandataire s'engage, le mandant, le muwakil, donne pouvoir au mandataire, ce mandataire qui accepte de le remplacer pour la passation ou la conclusion d'un ou plusieurs actes juridiques. Et attention, ici, la chose la plus importante, c'est que le mandat ne doit pas, le mandataire ne doit pas agir en son nom. Il doit agir au nom et pour le compte de son mandant. Je répète, le mandataire, en cas de contrat de mandat, doit agir au nom et pour le compte du mandant. C'est ça le mécanisme, je dirais, c'est ça le fondement d'un contrat de mandat. Je répète la définition d'une autre manière. Dans un contrat de mandat, le mandataire qui a reçu un pouvoir du mandant pour le représenter, pour accomplir un acte pour lui, il doit agir au nom et pour le compte. Bi-ism wa li-hisab al-muwakkil. Au nom et pour le compte du mandant. Sous peine de responsabilité, bien entendu. Alors la question qui se pose ici, le problème juridique qui se pose, en cas de mandat conventionnel entre un mandant et un mandataire, c'est un problème qui se produit souvent, c'est le problème de dépassement de pouvoir. C'est Jaouz Solotas, min taraf al-wakil. Alors en principe, le représentant, le mandataire, ne peut valablement engager la responsabilité du représenté que pour autant qu'il agit dans la limite de ses pouvoirs. Que pour autant qu'il agit dans la limite de ses pouvoirs. C'est-à-dire, le mandataire doit appliquer ce qu'on lui a demandé de faire. Il y a une mission bien tracée. Le respect de la liberté de la volonté des individus, ici, s'oppose à ce que ceux-ci soient engagés au-delà de ce qu'ils ont voulu. Et ça arrive souvent dans la pratique. Par conséquent, le dépassement des pouvoirs entraîne, c'est tout à fait normal, l'inopposabilité des actes accomplis aux représentés. Parce qu'il y a un dépassement de pouvoir. Je ne lui ai pas demandé de faire ça, il l'a fait. Donc moi je ne suis pas concerné. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a dépassé le pouvoir, il doit répondre à son dépassement. Parce que normalement, le co-contractant d'un représentant, d'un mandataire, doit vérifier, dans la pratique, il doit vérifier préalablement les pouvoirs de celui-ci pour éviter pareille conséquence. Cependant, cette vérification, théoriquement possible, n'est pas toujours facile, facilement réalisable dans la pratique.
il y a une certaine gêne de demander à tous ceux avec lesquels on était amené à, je dirais, à contracter quotidiennement, de faire la preuve de leur pouvoir par la production d'une procuration écrite, sans oublier que cette vérification parfois est impossible avec la rapidité des transactions, notamment dans le domaine commercial, dans le domaine des affaires. C'est pourquoi je dois vous dire que dans ces conditions, on comprend que le droit est apporté des tempéraments au principe selon lequel le représenté n'est pas tenu par les actes juridiques accomplis par le représentant au-delà des pouvoirs conférés à ce dernier. C'est le cas d'un article qu'on trouve dans le DOC, dans l'article 927 du DOC, alinéa 1er. Je suis presque. Voilà. Non, 927. Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait. Je répète s'il vous plaît. Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors et au-delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants, lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement. Donc, premier cas, donc déjà la règle de base, c'est que le mandataire qui dépasse son pouvoir. Je vous ai demandé d'acheter une chose, vous avez acheté deux, ou là, une chose et demie. Vous n'avez pas le droit. Je vous ai demandé d'acheter une seule chose. Vous avez dépassé votre pouvoir. Donc, je ne serai pas responsable. Je ne suis pas tenu par ce dépassement. Sauf si je le ratifie. Mon sadara. La ratification peut être expresse comme il peut être tacite. Tacite, ça veut dire j'ai pris les deux choses, je n'ai rien dit. La ratification, j'ai dit, tacite résulte, je dirais, de l'exécution par le mandant du contrat fait en son nom. Donc il n'a rien dit. Au même, le silence gardé à l'égard du contrat conclu en sa présence. Il n'a rien dit. Ça, c'est des choses qui sont réglementées par la loi. Notamment l'article 37 du DOC, alinéa 1er. Donc, cette ratification peut être expresse, c'est-à-dire le mandant accepte d'une manière expresse le dépassement, soit s'il ne dit rien, s'il garde le silence, ça veut dire, là on peut appliquer l'adage qui n'est pas tout à fait vrai en droit, sur ton droit des contrats, qui ne dit mot consent. On peut emprunter cet adage ici, ce proverbe. Parce que nous verrons par la suite que, en droit, le silence ne vaut pas acceptation. Avec quelques exceptions qu'on verra par la suite dans le domaine, dans la réalisation du consentement. C'est le chapitre prochain. Donc, en fin de compte, la conclusion, c'est que l'acte passé par le représentant, le mandataire, engage également le mandant lorsque le dépassement, je dirais, est de peu d'importance. Et là, je vous renvoie à l'article que je viens de lire, l'article 927 du DOC, dans ce alinéa 4. Je vais lire que l'alinéa. Même lorsque le mandataire a contracté dans les conditions plus onéreuses. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire que le mandataire que vous avez désigné, il a dépassé son pouvoir. Il a acheté deux choses au lieu d'une. Il y a dépassement de pouvoir. Mais non,
il a acheté les deux choses au prix d'une. Ah, c'est onéreux. Vous avez gagné. Donc là, dans ce cas-là, lorsque le dépassement apporte un enrichissement au représenté ou au mandant, bien entendu, le mandataire ne sera pas tenu comme responsable. Donc il y a deux situations, deux exceptions qui responsabilisent le mandataire, je dis le mandataire dans un contrat de mandat est responsable en cas de dépassement de pouvoir et que le mandant n'est pas engagé, sauf dans deux cas. Premier cas, en cas de ratification, express ou tacite, comme nous dit l'article 927, alinéa 1 et suivant, ou lorsqu'il s'agit d'un dépassement qui apporte un enrichissement qui est onéreux pour le mandant. C'est l'article toujours 927, alinéa 4. Voilà ce qu'on peut dire sur les dépassements de pouvoir. Et maintenant, on arrive à le dernier point relatif à cette possibilité de représenter un individu lors de la conclusion d'un contrat, parce que l'individu ne peut pas le faire lui-même, à cause d'une cause d'incapacité. Donc on a dit, il faut un pouvoir de représentation. Alors en cas où cette représentation a lieu, à travers les conditions qu'on a vues et qui sont au nombre de 3, la volonté du représentant, l'intention de représenter et le pouvoir de représentation, bien sûr avec l'exception du dépassement de pouvoir qu'on a vu, là on arrive au dernier point, le grand 2, les effets, donc il y a les conditions, les effets, c'est un plan classique. C'est un plan, je dirais, c'est un plan traditionnel. Quand en droit, sur le plan de la méthodologie, quand on étudie une institution, comme la propriété, comme la possession, comme la représentation, le plan le plus pédagogique, c'est les conditions de l'institution, les effets de la Constitution. C'est ce qu'on a fait ici. On vient de terminer les conditions de la représentation, et là on arrive aux effets de la représentation, les effets de la représentation. Alors tout à l'heure, j'ai dit que la représentation est une institution, c'est une opération juridique tripartite. Il y a un représenté, un représentant et un tiers. Imaginez, je vous ai demandé d'aller m'acheter, je vous ai désigné comme mandataire pour m'acheter ce code. Moi, je suis le mandant, le représenté. Vous êtes le mandataire. Et la librairie où vous allez acheter le code s'appelle un tiers. C'est pourquoi on dit que c'est une opération juridique tripartite. Et bien sûr, cela va nécessiter de nous de voir ou d'étudier les effets à l'égard des 3. Les effets de la représentation, les effets à l'égard de 3 personnes. Le représenté, le représentant et le tiers. Commençons par la première partie, les effets de la représentation à l'égard du représenté. Moi, qui vous a demandé d'accomplir un service pour moi. Donc je suis le représenté. Le mot qu'il. Le représenté est donc partie au contrat et à ce titre, on recueille toutes les conséquences, je dirais, actives et passives. Je veux dire par là, les droits et les obligations découlant du contrat qui vont naître dans son patrimoine. Je vais revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure. Par exemple,
la personne qui charge autrui de la vente d'une chose. Cette personne deviendra, après conclusion du contrat de vente, cette personne deviendra débitrice des obligations incombant à tout vendeur, parce que il a le statut de vendeur, notamment l'obligation de livraison ou de délivrance, et je veux dire aussi l'obligation de garantir les vices cachés, l'obligation de garantir l'éviction, etc. Le représenté peut même être tenu, c'est-à-dire, c'est pas vous qui a signé le contrat, c'est pas vous qui a conclu, c'est votre mandataire. Mais vous êtes tenu, j'ai dit le représenté peut être tenu même de la réparation des dommages causés au tiers par son représentant. Bien sûr, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Et là, on n'a pas le temps, il y a beaucoup de cas de jurisprudence qui ont condamné le représentant, le représenté, c'est-à-dire le mandant, pour réparer des dommages causés par son mandataire. Parce qu'il est parti au contrat. Parce que, comme je viens de le dire, les effets du contrat vont se produire dans son patrimoine. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les effets du contrat, de la représentation à l'égard du représenté. Deuxièmement, on va voir maintenant les effets de la représentation à l'égard du représentant, le wakil. Alors, à travers ce qu'on vient de dire, à travers ce qu'on vient de dire sur la représentation, on peut affirmer que le représentant a un rôle important lors de la formation du contrat. Bien sûr, avec le tiers. Parce que c'est lui qui va négocier, c'est lui qui va signer, c'est lui qui va préparer le contrat, etc. Alors, pour les effets de la représentation à l'égard de représentants, en principe, quand le représentant accomplit sa mission en bonne et due forme, telle que la mission lui a été précisée dans l'acte de mandat qui est la procuration, en principe, il doit s'éclipser, disparaître. Il n'a plus aucun rôle. Le contrat va produire des effets directs entre le représenté et le tiers, avec toutes les obligations juridiques qui en découlent. Si c'est un contrat de vente, le mandant qui est le vendeur est tenu à l'obligation de garantir le vice caché, la délivrance, l'éviction, et l'acheteur est responsable vis-à-vis de lui au niveau du paiement du prix ou le retard dans le paiement du prix ou autre chose. Donc, les effets du contrat se produisent entre le représenté et le tiers contractant. Ce tiers n'a pas le droit, par conséquent, de demander au représentant l'exécution du contrat au lieu et à la place du représenté. Et là, si vous voulez voir cette règle, vous n'avez qu'à se référer à l'article 921 du DOC, des Daïrs des obligations contraires. L'article 921. Je pense que je peux vous le lire rapidement. 921. L'article 921 du Daïr formant Code des obligations contrats dispose que le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il a contracté ou là il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant. Donc là,
bien sûr, c'est une règle de base, c'est tout à fait normal. Vous avez, le mandataire a accompli son travail, j'ai dit, en bonne et due forme, il va s'éclipser. Il ne peut rester en tant que responsable, sauf en cas de faute. Notamment en cas de dépassement de pouvoir, comme on a vu tout à l'heure, ça fait quelques minutes, et encore, en cas de dépassement de pouvoir, il faut vérifier s'il n'y avait pas ratification du mandant ou que le dépassement a apporté, il était onéreux ou il a apporté un enrichissement au mandant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les effets de la représentation à l'égard de représentants. Maintenant, dernier point. Les effets de la représentation à l'égard du tiers contractant. À travers les exemples que je viens de donner, je suis sûr certain que vous connaissez maintenant ce qu'est le tiers, parce que la représentation est une opération tripartite. Un mandant, un mandataire, un tiers. Alors je peux vous dire que le tiers, il a le même statut que le représenté, le mandant. Pourquoi? Parce qu'il est partie au contrat. Et d'ailleurs, que ce soit par rapport à ce qu'on a dit à propos des effets de la représentation à l'égard du représenté, ou maintenant à l'égard, non pardon, à l'égard du représenté, oui c'est ça, et à l'égard du tiers maintenant, on peut considérer ça comme une dérogation, un principe, une dérogation légale, une dérogation légale, un principe qu'on va étudier après en matière d'exécution du contrat, parce qu'on est juste au niveau de la formation, le principe de l'effet relatif du contrat, l'article 228 et 229 du dossier. Le principe énonce que les obligations contractuelles n'engagent que ceux qui ont été partis à l'acte, ceux qui l'ont signé. Et bien là, c'est une dérogation. Pourquoi? Parce que le représenté n'était pas parti au contrat, n'a pas signé. Le contrat a été signé entre le mandataire et le tiers. Mais là, on déroge, c'est une exception. C'est-à-dire que le tiers, comme le représenté, sont partis au contrat. Pourquoi? Parce qu'ils recueillent les conséquences actives et passives dans le patrimoine. Et le représentant, bien sûr, qui a fait son travail en bonne et due forme, s'est déjà éclipsé, il n'est plus là. Donc, en définitive, en conclusion, je peux vous dire que le contrat ne peut être, valablement conclu que par une personne capable. Et aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu pour le compte d'autrui. Il faut, comme on vient de voir juste maintenant, un pouvoir, qui est le pouvoir de représentation pour l'engager. Seulement, et là je vais faire une transition, seulement la capacité et le pouvoir de représenter quelqu'un, s'ils sont, je dirais, nécessaires pour la conclusion d'un contrat, ils ne sont pas suffisantes pour la naissance d'un contrat valable. Encore faut-il pour celui-ci une volonté présentant un certain nombre de caractères, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous allons voir à travers l'examen de la deuxième condition, deuxième chapitre, tel que prévu par l'article 2 du dossier, le consentement des contractants.
Donc, après la capacité ou la qualité pour contracter, la deuxième condition de validité d'un contrat, c'est le consentement des parties et qui fera l'objet du cours numéro 6 très bientôt, Inch'Allah. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.